La présidence de Joe Biden va-t-elle conduire à un changement radical de l'approche géopolitique des États-Unis? C'est la question que nous allons nous poser au sein de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Alors nous avons l'habitude d'aborder des événements internationaux. Là, nous allons nous concentrer sur une élection interne, mais dont l'impact va être international. Inéluctablement, la plus grande puissance mondiale, les États-Unis, dont l'influence s'est fait sentir depuis la Seconde Guerre mondiale dans le monde, hyperpuissance contestée, mais toujours présente, nous allons voir aujourd'hui si elle va changer de stratégie au niveau géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. On peut dire que l'administration Biden a affaire à un certain nombre de dossiers chauds, chargés, avec de forts enjeux, il va falloir y répondre. Mais avant toute chose, on peut dire que cette administration a pris les choses en main tout de suite pour marquer le ton, et un ton qui est profondément différent de celui de Trump dès son arrivée en fonction. C'est-à-dire que, en fait, c'est très important de resituer cette question telle que vous nous la posez, puisque notre problématique, je rappelle, consiste à voir si on va avoir une modification profonde de la géopolitique de la part des États-Unis. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple le discours d'Anthony Blinken, qui est le nouveau secrétaire d'État, c'est-à-dire l'équivalent du ministre des Affaires étrangères pour la France, sur son allocution au Sénat américain, il a dit nous avons l'intention de réparer la politique américaine dans le monde et surtout de la réinventer. Alors excusez du peu, rien que ça, on a envie de dire. Et donc évidemment, quand on affiche, comme ça a été évidemment palpable lors de la campagne américaine, une volonté de rupture aussi forte que ça avec le prédécesseur, on s'attend à que cette rupture soit à la fois sur des logiques intérieures et sur des logiques extérieures. Alors il y a effectivement des aspects, comme vous nous y invitez, sur lesquels ça a été possible de faire des ruptures très vite. On pense au fait que dès le premier jour, le 46e président des États-Unis, donc Joe Biden, a signé un certain nombre de documents. Donc les États-Unis réintègrent les accords de Paris qu'ils avaient quittés sous la présidence Trump. Les États-Unis réintègrent aussi l'Organisation mondiale de la santé ou OMS. Donc ça, c'est des gestes qui sont très très forts. Et on voit bien que là, ça ne dépend que du seul souhait ou du seul désir des États-Unis. Ce sont des gestes unilatéraux forts, mais sur lesquels on a envie de dire qui restent relativement faciles parce que ne dépendant qu'eux. Il y a autre chose auquel on s'attend en termes de changement. C'est aussi à la fois, on va dire, sur la méthode qui paraît beaucoup plus conciliante, qui se veut beaucoup plus multilatéraliste en s'appuyant sur des alliés. Alors on s'interrogera tout à l'heure pour savoir quelle est la raison profonde aussi de ce changement, parce que là on aura peut-être une surprise. Et puis tout le monde s'accorde à dire aussi que l'administration Biden, c'est comme ça qu'on appelle les organisations gouvernementales autour d'un président, risque quand même d'être beaucoup plus classique, empreinte de classicisme, j'ai envie de dire, en termes de démarche, de diplomatie, de rencontres internationales. Et donc tout le monde dans le monde s'accorde à dire qu'il y a au moins un intérêt, c'est qu'en termes de pratique, les États-Unis devraient quand même être moins surprenants et plus attendus, ce qui est quand même pas neutre en géopolitique, parce qu'il n'y a rien de plus perturbant en géopolitique que les surprises ou l'incapacité de prévoir ce que fait un pays. Il n'en reste pas moins vrai que pour essayer d'estimer si les États-Unis vont vraiment effectuer un changement géopolitique, c'est plutôt à travers d'autres dossiers, notamment en rapport avec des pays, qu'on va être en capacité de le mesurer. Oui, Fabrice, l'un des mots-clés que vous avez énoncé, c'est le mot de unilatéralisme, dont font preuve les États-Unis dans ces mesures qu'ils ont annoncées dès l'entrée en mandat de Joe Biden. Et puis, ce sont des mesures qui sont assez consensuelles. Alors qu'il y a évidemment des enjeux de tension lorsque d'autres États sont liés, notamment quand il y a un passif. Je pense par exemple à la Chine, je pense aussi évidemment à l'Iran ou encore à la Russie. Alors peut-être que l'intérêt est de faire un focus sur chacun de ces pays. Commençons d'abord par la Chine. Oui, ça paraît indispensable dans le cadre de notre problématique, puisqu'on cherche à voir s'il va y avoir une évolution et donc une rupture de ce que serait la pratique classique des États-Unis en géopolitique depuis au moins 4 ans, si ce n'est voire plus. Et de rappeler d'ailleurs d'emblée, comme vous l'esquissez à travers votre question, que là, de toute façon, la résolution de ce changement est beaucoup plus compliquée parce qu'elle ne dépend pas que des États-Unis, mais de leur capacité à trouver un accord. Donc ça dépend aussi de la volonté du partenaire ou des partenaires avec qui on signe. Et c'est, à mon sens, avec ces grandes puissances que ça sera le plus opportun et judicieux que de voir si effectivement il y a une inflexion dans la politique américaine. Alors vous nous invitez à considérer d'abord la Chine. Ça me paraît effectivement être un bon choix et on va expliquer pourquoi. D'autant plus que,
en ce qui concerne ce pays, là, le suspense va être assez vite levé, puisque Joe Biden, donc le nouveau président des États-Unis, avant même que d'être investi, donc je rappelle la chronologie qui consiste à être élu aux États-Unis et à les élections plutôt début novembre, donc là, en l'occurrence, novembre 2020, puis en fait, l'investiture a lieu en janvier de l'année qui suit, donc là, c'était en janvier 2021, donc on se retrouve bien dans un laps de temps intermédiaire durant lequel le nouveau président n'est pas encore en fonction, mais commence à s'exprimer. Or, durant ce laps de temps, en décembre 2020, Joe Biden et son équipe ont clairement dit qu'il y avait une ligne directrice forte, et donc là, c'est une tendance lourde, en fait, et qui consistait, en fait, à être très ferme vis-à-vis de la Chine et à rester ferme vis-à-vis de la Chine. Donc là, on a déjà un premier indicateur. Joe Biden n'a pas du tout l'intention de changer d'approche par rapport à la Chine. Donc ça, c'est quand même assez important, puisqu'évidemment, là, on a affaire à un rapport entre deux pays majeurs en géopolitique. Et il y a deux aspects qui soulignent cette tendance lourde. D'abord, c'est que l'équipe de Biden, récemment, n'a pas hésité à considérer que le traitement que le gouvernement de la Chine imposait au Xinjiang, dans la province de Xinjiang, sur les Ouïghours, relevait du génocide. Donc génocide, c'est quand même le terme le plus fort qui consiste à dire qu'on cherche à exterminer une population de façon déterminée au préalable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas faciliter les échanges entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine. Et puis il y a un deuxième aspect qui est fondamental, c'est la question de Taïwan. Donc pour remettre les choses en perspective, Taïwan, c'est bien une île de 23 millions d'habitants aujourd'hui, qui serait restée indépendante, ce que la République populaire de Chine ne veut pas d'ailleurs, suite à la défaite des nationalistes et de Chiang Kai-shek en 1949. Et donc, en fait, clairement, la République populaire de Chine a l'ambition de récupérer Taïwan, alors que les États-Unis se sont installés comme protecteurs de Taïwan. Et là où c'est assez intéressant, c'est que très récemment, samedi 24 janvier et dimanche 25 janvier 2021, il y a eu des manœuvres faites par l'aviation chinoise avec des escadrilles de 15 à 20 appareils qui sont rentrés dans l'espace aérien militaire de Taïwan. C'est pas nouveau, parce qu'en 2020, il y avait déjà eu 380 incursions de la sorte. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on n'avait jamais vu autant d'appareils de la République populaire de Chine faire ce genre de manœuvre. Et on voit bien que là, il y a une sorte de test qui est clairement fait face à l'équipe de Biden. Et d'ailleurs, le test a eu sa réponse immédiate, parce qu'en fait, il y a un porte-avions nucléaire américain avec toute sa flottille qui s'est installé autour de Taïwan, même si l'objectivité nécessite de dire que par définition, c'est un ordre qui avait été donné au préalable. En tout cas, rien n'a été fait pour empêcher que ce porte-avions aille sur place. Donc là, on voit bien qu'on est dans un état de tension majeur. Donc peut-être d'ailleurs, on n'insiste pas assez en Europe et particulièrement en France, mais il y a vraiment un état de tension majeure. Mais si vous me permettez, Olivier, là, en fait, au-delà de ces deux exemples, et il y en aurait d'autres, au niveau économique, au niveau énergétique, au niveau de l'espionnage, au niveau des technologies, on s'inscrit clairement dans un phénomène, dans une dynamique qu'on a vu l'occasion de mettre tous les deux en exergue à travers une de nos séances précédentes, à travers l'ouvrage de Graham Allison, Vers la guerre, la Chine et les États-Unis dans le piège du Thucydide. Et on voit bien que là, clairement, il y a une montée de friction. Pour reprendre un terme clausewitzien, si vous m'autorisez, il y a une montée de friction. Et donc Graham Allison, professeur à Harvard, se disait, est-ce qu'elle va rester plus ou moins contrôlée ou est-ce qu'elle va être incontrôlable? Alors je rappelle juste qu'en fait, ce qui se passe, ça reste assez classique dans la géopolitique. On a affaire à une puissance installée qui commence un peu à s'effaroucher ou à s'effrayer de la montée en puissance très importante d'une part, mais très rapide d'autre part. Il faut qu'il y ait les deux facteurs concomitants. Et c'est bien le cas de la Chine depuis les réformes de Deng Xiaoping en 1978. Donc j'ai envie de dire que là, en fait, on est dans une tendance lourde, bien au-delà des seuls exemples qu'on a donnés. La vraie question peut-être qui serait intéressant à se poser, si on faisait une comparaison comme Graham Allison l'a fait avec la guerre froide, c'est si on serait plutôt dans une période qui serait à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire un peu comme si les États-Unis et la Chine, bien que se regardant avec méfiance, acceptent de se partager le monde comme dans un condominium. C'est-à-dire, c'est bien la deuxième partie de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, où si la friction est telle qu'elle finit vraiment par dégénérer en tentation d'affrontement, telle qu'elle était plutôt dans le début de la guerre froide, dans les années 50. Donc je pense que là, on a une tendance lourde, et qu'en l'occurrence, par rapport à la Chine, il n'y a pas de grands changements à attendre avec l'administration Biden. Il y a un autre dossier sur lequel on s'attend ou on espère du changement, c'est vis-à-vis de l'Iran et notamment du dossier nucléaire en fait iranien.
Et là aussi, on est dans une situation qui est une situation bloquée. Et il faut penser aussi la situation iranienne en relation avec ses pays voisins, et notamment Israël, qui est un allié traditionnel des États-Unis, et les monarchies du Golfe, là aussi qui ajoutent de la complexité au dossier. Oui, alors ça, c'est un dossier qui est exceptionnellement complexe, parce que vous avez raison En fait, le dossier est au moins à deux temps, j'allais presque dire à deux étages. Il y a évidemment, ou en partie immergé et non immergé, il y a évidemment le problème du nucléaire iranien, qui est en plus assez centré sur les accords qui avaient été signés le 14 juillet 2015, mais dont Trump a fait sortir les États-Unis en 2018 en mettant des sanctions très importantes sur l'Iran. Et donc on était en situation de blocage parce que depuis, l'Iran ayant dit puisque les Américains ne respectent pas le traité, nous on va continuer à enrichir de l'uranium à plus de 20%, ce qui nécessairement là, nous amène sur un projet d'armes nucléaires. Et on parle même d'uranium métal. Donc c'est l'ensemble des considérations qui laissent à penser que l'Iran a repris son programme. Ce qu'on sait, c'est que dès janvier, là aussi avant même l'investiture, l'équipe de Biden a, de façon indirecte, cherché à reprendre contact avec l'Iran. Et l'idée serait que les deux pays réintègrent, ça c'est très intéressant, ces accords signés en 2015. Et le vrai chef de l'exécutif de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, a d'ailleurs pas complètement rejeté ça, puisqu'il a fait un discours officiel télévisé en disant « s'ils reprennent leurs obligations, nous reprendrons les nôtres ». Bon. Donc ça veut dire qu'il y aurait une tentative de remise en situation de ce dossier. Ça, c'est assez intéressant. Et là, ça pourrait laisser à penser à un premier changement. Les deux pays ont intérêt. Les États-Unis ont intérêt parce que la vraie question qui se pose, à moyen et à long terme, on va y revenir, c'est les Iraniens vont-ils avoir l'arme nucléaire ou comment faire pour les en empêcher. Or, jusqu'à présent, l'État iranien a toujours officiellement nié vouloir faire une démarche militaire et se limiter à une démarche civile, même si évidemment il y a un certain nombre de supputations qui pourraient être différentes. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'Iran, dans un premier temps, de toute façon, a intérêt à ces accords, parce qu'effectivement, ça permettrait de lever un certain nombre d'embargos. Alors là, il va falloir qu'on soit plus précis. Parce qu'en fait, il ne s'agirait de lever que les embargos qui seraient liés aux questions du nucléaire. Parce que là, il faut savoir que les Américains ont décidé plusieurs strates d'embargos, des embargos qui seraient liés au nucléaire, des embargos qui seraient liés à ce qu'ils appellent le respect des droits de l'homme, des embargos qui seraient liés à la démocratie. Donc en fait, ils ne leveraient qu'une partie des embargos. Donc ça permettrait à l'économie iranienne de retrouver, on va dire, de l'oxygène ou une certaine capacité, parce qu'on voit bien que l'économie iranienne est en grande difficulté. Or, il faut rappeler qu'il y a aussi une scène politique intérieure en Iran, que d'ailleurs on est dans la perspective d'élections, et que là il y a aussi des luttes d'influence qui ont lieu, et que pour le pouvoir iranien, ça peut être intéressant que d'essayer quand même que de faciliter la situation économique du pays. Par contre, le problème, c'est que même si on réintègre ces accords, tout n'est pas réglé, loin s'en faut. D'abord, il reste un certain nombre de choses en suspens par rapport à l'arme. La vraie question d'ailleurs, c'est peut-on empêcher l'Iran à moyen et long terme d'avoir l'arme nucléaire, dire l'Iran comme tout autre pays. Et là, ce qu'il faut que les personnes qui nous regardent comprennent, c'est qu'évidemment, il pourrait y avoir un effet domino, puisque si l'Iran commençait à avoir l'arme nucléaire, on pourrait se retrouver avec l'Égypte qui pourrait tenter, l'Arabie saoudite, et puis peut-être craindre une réaction d'Israël. Donc il y a ce premier dossier, mais il y a aussi tout un dossier qui serait lié aux engins balistiques, les missiles, qu'on a vu l'opportunité d'expliquer lors d'une de nos séances précédentes sur le facteur militaire. Et donc il y a tout un ensemble de dossiers qui ne sont pas encore appréhendés. Et donc là, c'est seulement l'avenir qui nous permettra de voir s'il y a une vraie inflexion ou si c'est juste un ajustement, comme d'ailleurs on le voit avec la politique par rapport à la Russie. Oui, justement, la Russie, là aussi, il y avait des supputations de collusion d'intérêts entre les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine. On s'attend aussi là à un changement de la part de l'administration Biden. Alors là, c'est peut-être le dossier le plus intéressant, parce que finalement, c'est le dossier sur lequel, à mon sens, les observateurs s'attendent au moins d'évolution. Or, c'est paradoxalement peut-être celui sur lequel il y a le plus d'opportunités. Alors là, je vais tâcher de m'expliquer. C'est le dossier sur lequel il y a le moins d'évolution, parce que paradoxalement, on avait tendance à considérer, pour un certain nombre de raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, que Trump était quand même assez conciliant avec le pouvoir russe, qu'il y a même parfois des collusions. On connaît bien les enquêtes ou les critiques ou même les procès qui ont pu avoir lieu.
Et on sait bien, à contrario, que notamment le Parti démocrate, on pense à Hillary Clinton il y a 4 ans, et à Joe Biden, a toujours été très contre Vladimir Poutine et la Russie, notamment sur des questions de droits de l'homme, de démocratie, même si on peut aussi penser que, même si c'est sincère, qu'il y a un habillage en termes de confrontation géopolitique, il ne faut quand même pas totalement être naïf. Et donc en fait, là, ça paraissait totalement bouché. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est l'un des dossiers sur lesquels finalement Joe Biden a le plus rapidement avancé, quand on parle de dossiers bilatéraux, parce que là, il y avait des dossiers qui traitaient des accords New START, qui étaient des accords qui étaient censés contrôler tout ce qui est dispositif nucléaire et armement et stock d'armement. Or, il faut savoir que ce traité était censé s'achever le 5 février 2021. Et donc, il n'y avait aucun accord qui avait été fait, parce que paradoxalement, avec Trump, on n'arrivait pas à trouver d'accord parce que Trump voulait faire en fait un accord trilatéral incluant Pékin. Donc on était en situation de blocage total. Et suite à un coup de fil le 26 janvier 2021 entre Biden et Poutine, c'est-à-dire à peu près 5 ou 6 jours après qu'il soit président des États-Unis, Poutine a dit moi je suis prêt à re-signer les accords. Et Biden les a re-signés le 3 février, ce qui est assez étonnant dans le sens où il les a signés 48 heures avant que la date soit close. Et surtout, c'est la méthode qui est assez intéressante, pratiquement totalement en catimini. C'est-à-dire qu'autant on a fait énormément de bruit, qu'on a beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux, le fait qu'on rejoignait l'OMS, comme on l'a évoqué, ou les accords de Paris, autant là, on a presque l'impression que l'administration Biden s'est cachée de signer avec Vladimir Poutine, où ça en est fait peu l'écho. Elle a juste, c'est content de dire que ça servait l'intérêt américain puisque ça empêchait la prolifération des armes nucléaires, mais qui continuait à avoir de lourds contentieux avec la Russie sur un certain nombre d'aspects géopolitiques, sur les droits de l'homme, etc., etc. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est que, parce que certains observateurs disent, on est revenu aux heures les plus sombres, ou les plus profondes de la guerre froide, dans une hostilité décidément structurante et structurelle avec la Russie. D'accord, mais on n'est plus du tout dans le choc, me semble-t-il, idéologique tel qu'il avait lieu entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, qui s'inscrivait dans une lutte contre le capitalisme, le marxisme, et d'ailleurs à une époque, faut-il le rappeler, où l'Union soviétique dominait la moitié de l'Europe. Me semble-t-il, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Et à un moment, on pourrait se demander si là, ça ne pourrait pas être la vraie source de changement, parce qu'on pourrait se demander si une administration Biden plus pragmatique n'aura pas, à un moment ou à un autre, besoin justement de la Russie, de Vladimir Poutine, pour pouvoir atteindre ses objectifs, soit face à l'Iran, soit face à la Chine. Elle aura peut-être même besoin d'une Russie peut-être plus alliée que ce qu'on peut penser aujourd'hui, pour contenir la Chine, puisque c'est clairement aussi la ligne de conduite que Biden a mis en avant, et notamment en partenariat avec les pays européens. Les pays européens ont été quelque peu délaissés par l'administration Trump, on pense notamment aux questions liées à l'OTAN. On peut se demander s'il va y avoir une évolution là aussi de la part de Biden vis-à-vis des pays européens. Alors, d'abord, il faut savoir que ce qui était assez étonnant, c'est que l'élection de Joe Biden a été quasiment unanimement célébrée dans les pays européens. Ursula von der Leyen a même dit, donc la présidente de la Commission européenne, nous avons un ami de retour aux affaires. Ça va peut-être un peu vite, parce que là, si on prend en considération 3 pays, il y a d'ailleurs un certain nombre de choses qui me paraissent importantes à dire en termes de géopolitique. Les 3 pays à considérer, alors il y en a un qui est sorti bien sûr de l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni, et puis il y a un aspect qui me semble assez intéressant et qui n'est pas assez soulevé, c'est l'aspect qui concerne la France et l'Allemagne. Quant au Royaume-Uni, on a l'habitude de dire que Boris Johnson a perdu un allié avec la disparition de Trump. Certes, le moins qu'on puisse faire remarquer, c'est qu'en tout cas, cette soi-disant amitié qui devait amener le Royaume-Uni à se rapprocher des États-Unis n'a abouti sur rien, et que l'accord de libre-échange très particulier ou très développé qui devait avoir lieu entre le Royaume-Uni et les États-Unis sous Donald Trump n'a jamais été signé, alors que les Britanniques étaient particulièrement en attente de celui-ci dans la continuité du Brexit. Donc première surprise. Deuxième surprise, les Européens s'attendent donc à retrouver des États-Unis bienveillants, ou plus à l'écoute. Mais on pourrait se poser la question de savoir si quelque part, même sans que ça soit une intention maligne de la part des États-Unis, ça ne va pas mettre les Européens paradoxalement en difficulté, parce que l'avantage de Trump, c'est qu'en réalité, de par son hostilité envers les pays européens, il les soudait les uns avec les autres. Or, maintenant que Trump a disparu, il y a 2 lignes de lecture très différentes qui apparaissent spontanément, une ligne plutôt française et une ligne allemande.
une ligne française qui reste dans l'optique de créer une force européenne indépendante, à la fois politique et militaire, clairement, et puis une Allemagne qui redevient plus atlantiste, dans sa grande tradition depuis 1945, parce qu'elle se dit, finalement, maintenant qu'on retrouve des États-Unis qui décident à nouveau de plus s'investir en Europe, pas besoin de tout bouleverser en créant une force géopolitique dans l'Union européenne, ce qui en plus satisfait totalement les Allemands qui ont moins à investir d'un point de vue militaire et qui en plus ne le souhaitent pas pour des questions historiques qui sont évidentes avec l'héritage du nazisme. Donc en fait, on se retrouve avec une Europe qui potentiellement est plus divisée. Et en plus, il y a une autre question, Olivier, c'est que les États-Unis sont-ils plus multilatéralistes par choix philosophique, par volonté politique ou par nécessité ? Et là, c'est à mon sens le moment que d'évoquer quel peut être le poids de la politique intérieure des États-Unis sur ce que pourrait être l'évolution des États-Unis en géopolitique. Parce que là, il faut quand même bien comprendre qu'il y a au moins 3 aspects qui vont être très très importants à prendre en considération et qui vont peut-être laisser moins de marge de manœuvre aux États-Unis que ce qu'on peut le penser. Et dans le cas de nos problématiques, c'est fondamental. Quels sont ces 3 poids particulièrement importants ? Le premier, il est évident, c'est la gestion de la crise sanitaire, dont on voit bien que, comme c'est vrai pour n'importe quel pays, tant qu'elle sera là, elle pèsera lourdement sur les pouvoirs publics qui seront accaparés à essayer de la gérer. Bon, ça, d'accord. On peut espérer que ça sera plus ou moins géré à moyen terme. Mais au-delà de ça, me semble-t-il, il y a 2 logiques qui sont vraiment très particulières aux États-Unis. D'abord, je trouve que les observateurs, certains l'ont mis en avant, mais l'ont-ils fait suffisamment ? Trump s'en va, mais j'ai le sentiment que les États-Unis n'ont jamais été aussi divisés qu'aujourd'hui en 2021, à l'exception évidemment de la guerre de sécession. D'ailleurs, on retrouve bien ça dans le discours d'investiture de Joe Biden qui dit « l'objectif premier est de nous retrouver et de nous réconcilier ». Enfin, c'est des termes qui sont très très forts. Et pour s'en convaincre davantage, il faut rappeler le score qu'a fait Trump aux élections. Malgré, on va dire, une gestion d'ailleurs sanitaire qui a vraiment été très très mauvaise, tout le monde s'accorde à dire. Il ne faut jamais oublier qu'il a fait 11 millions de voix de plus qu'il y a 4 ans. Alors évidemment, ça s'explique que nos auditeurs ne se méprennent pas sur le sens de mes propos. Il ne s'agit pas de dire que Trump va gagner les élections. Il s'agit tout simplement de dire que le taux de participation a été beaucoup plus important et que donc paradoxalement, il a fait beaucoup plus de voix en perdant qu'il l'avait fait quand il avait gagné il y a 4 ans. Mais c'est assez impressionnant parce que ça veut dire que ça le positionne autour de 74 millions de voix. Et pour que nos auditeurs comprennent bien ce que ça sous-entend, ça veut dire qu'avec 74 millions de voix, Trump a battu le record du nombre de voix préalablement détenues par Barack Obama en 2008, qui était de 69,5 millions. Évidemment, Biden en a eu plus, évidemment. Seulement là, ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a clairement là 2 camps qui, malgré toutes les vicissitudes de la campagne et les excès quand même dont tout le monde peut s'accorder à dire que Trump a fait, n'en reste pas moins solidaire de cette démarche. Donc là, on a affaire à des États-Unis qui sont fracturés. Et Joe Biden va devoir non seulement gérer donc, toute cette partie de la population qui n'a pas été, qui ne s'est pas reportée sur lui en termes de voix, mais il y a un autre aspect qui me paraît fondamental à expliquer aussi, c'est que Joe Biden va devoir essayer de s'affranchir de tout ce que j'appellerais son aile gauche, pour faire facile si vous me permettez, et qui est double. On voit bien qu'il y a Bernie Sanders, qui serait plutôt une aile gauche sociétale, économique, qui peut l'amener à essayer de faire des réformes, mais qui serait rejeté par une partie de ses électeurs et toute la partie des électeurs de Trump. Et puis il y a tout le phénomène woke qu'on voit bien sur les campus aux États-Unis, qui remet en cause beaucoup de logiques communautaires. Et là, il va falloir que ça ne va pas être évident que Joe Biden trouve un juste équilibre et qui est certainement l'un des plus difficiles à faire dans l'histoire des États-Unis. Ce qui nous amène sur un 3e point, parce que là, j'embraye, il y a une vraie continuité. Ça remet en exergue, Olivier, ce qu'on avait dit dans 2 de nos séances, qui était à la fois le bilan de Barack Obama, souvenez-vous, et puis qui était, y a-t-il une doctrine Trump dans les relations internationales ? Parce qu'il y a quelque chose qui est très important à comprendre. La société américaine, nonobstant tous les points qu'on vient de soulever, donc en fait ça vient l'enrichir, ça vient même le surdévelopper, va connaître un bouleversement comme on n'insistera jamais assez que de le mettre en exergue ou en évidence. Ce bouleversement, quel est-il ? C'est que les taux de fécondité et les taux de natalité entre les 4 plus grandes communautés aux États-Unis sont tellement disparates qu'on va assister à un bouleversement majeur. Et quand on regarde les recensements, et là je parle des recensements officiels qui sont faits tous les 10 ans,
puisque là, on attend encore un affinage du recensement qui a été fait fin 2020. Donc, on est sur des statistiques officielles de 2010 et on est sur des projections en 2050. Qu'est-ce qu'on constate? On a les White Anglo-Saxon Protestants, qui en 2010 représentaient encore à peu près les 2/3 de la population américaine. On a la communauté hispanique qui représente 18% de la population américaine. Et c'est très important d'entendre que cette communauté a augmenté de 46% entre 2012 et 2015-2016, qu'elle est passée de 13 à 18%, et que la communauté afro-américaine, à laquelle on fait bien sûr souvent allusion, elle serait à l'autour de 13. Quant à la communauté asiatique, elle serait à 6. Or, tous les observateurs s'accordent à dire qu'aux alentours de 2050, les WASP, donc les White Anglo-Saxon Protestants, ne seraient plus que 44%, quand la communauté hispanique serait aux alentours de 30%, ce qui est donc une progression incroyable, c'est-à-dire de 18 à 30%, et que par contre la communauté afro-américaine resterait à peu près identique, passant de 13 à 15, et une communauté asiatique donc de 6 à 9. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, les WASP, donc les White Anglo-Saxon Protestants, ne seraient plus majoritaires à eux seuls. Et donc là, en fait, on a un pouvoir politique américain, quelle que soit d'ailleurs sa sensibilité, dont l'une des missions certainement les plus difficiles à résoudre va être d'essayer de voir si on va pouvoir trouver une synthèse avec ces bouleversements communautaires qui vont permettre une continuité de l'État américain. Parce que là, puisqu'on parle des présidents américains, il y a une information qui est assez parlante. Joe Biden, ça n'avait pas aussi été si souvent mis en avant que ça, finalement n'est que le deuxième président catholique dans l'histoire des États-Unis depuis 1776. Et le dernier était John Kennedy, c'est-à-dire il y a 60 ans. Et donc quand on est en train de dire ça, puisqu'on est souvent sur des logiques de communauté, là on est sur des logiques de religion, on voit bien d'ailleurs l'influence de la communauté hispanique à travers la langue, à travers les pratiques culturelles et à travers la religion. Et là il y a un défi qui est posé à la société américaine qui est énorme. Pourquoi, en guise de conclusion, me semble-t-il, ça va avoir une influence fondamentale sur la géopolitique américaine? Parce qu'on peut légitimement s'interroger si, confronté à la fois à la crise sanitaire, confronté à une Amérique profondément divisée politiquement, qui en plus va devoir gérer un bouleversement sociétal à travers l'évolution de ces populations communautaires, les États-Unis d'Amérique ne vont pas décidément choisir ce qu'on avait déjà commencé à esquisser, à savoir être tenté ou suivre ce que j'avais appelé la tentation Monroe, du nom de ce 5e président des États-Unis, James Monroe, en 1823, qui avait dit « Nous, États-Unis d'Amérique, nous décidons de rester », c'est pas assez souvent rappelé ça, totalement isolés du monde, et de rappeler que cette politique avait été effectivement mise en place de 1823 jusqu'en 1917, voire jusqu'au 7 décembre 1941 par l'Arbor. Et donc, ce qui est assez paradoxal pour répondre à votre question, c'est que peut-être l'approche géopolitique des États-Unis va changer, oui. Elle peut changer parce que, en fait, face à un affaiblissement du pouvoir économique, face à une remise en cause géopolitique, les Américains vont peut-être être tentés de revenir à leur politique classique qui consiste à s'isoler du monde. C'est peut-être ça, le vrai changement qui attend les États-Unis d'Amérique en géopolitique dans les prochaines décennies. Mais je vous propose d'attendre de voir ce qu'il en sera. Merci Fabrice. Merci beaucoup à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.